Bien, bonjour à tous. Désolé, triste de ne pas être avec vous aujourd'hui pour raison médicale, récidive de hernie discale. Mais en attendant un futur congrès sur les méfaits de l'évolution de la bipédie, on va essayer de parler aujourd'hui des addictions. Ces addictions qui, du point de vue santé, mais aussi démocratie, nous concernent tous. Alors, grâce notamment au développement des neurosciences, les connaissances sur les addictions se sont améliorées sur ce dernier quart du XXe siècle et ce début de XXe siècle, même si l'alphabet des connaissances sur le sujet reste plus proche du D de doute que du T de tranquille. S'il y a eu évolution, je dirais, de la médecine des addictions, clairement, il n'en est pas de même en ce que je nomme santé des addictions. Pour beaucoup, le XXe siècle a été le siècle le plus stupide de l'humanité sur les stratégies de ce qu'on appelle les drogues, qu'elles soient légales ou illégales, que ce soit l'alcool, le tabac, le cannabis, l'héroïne, la cocaïne. Nous ne pouvons souhaiter qu'une seule chose, c'est que le XXIe siècle ne se continue pas, ne se situe pas dans la contre-productivité du XXe siècle avec sa prohibition de l'alcool jusqu'à la pandémie des opioïdes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je souhaite vraiment vous donner l'espoir, la philosophie d'un changement de stratégie, d'un changement, je dirais même, de philosophie en abordant la réduction des risques. Cette philosophie qui devrait nous permettre, parce que c'est impératif, de ne pas maintenir sur le terrain une équipe, une politique de santé qui perd depuis un siècle et menace aujourd'hui non seulement notre santé globale, mais aussi nos démocraties. La prohibition était une mauvaise politique. Beaucoup lui auraient pardonné si elle avait réussi. Ce n'est vraiment pas le cas, que ce soit dans la réduction des consommations, principal objectif, que ce soit dans la prévention information, que ce soit dans le domaine sécuritaire, que ce soit dans le domaine sanitaire plus globalement, c'est un échec depuis un siècle. Il est donc temps que nos paradigmes, nos logiciels évoluent, et si j'ose dire, évoluent sacrément, au sens de sacré, parce que la morale est devenue immorale. Sur le plan de la sécurité, nous voyons tous ces évolutions des narcos-États, des zones de non-droit, mais aussi j'entendais au niveau européen, les difficultés qui ont été révélées récemment face aux corruptions de pays aussi proches que les Pays-Bas ou la Belgique. Alors, encore une fois, si nous ne voulons pas obéir à un non-droit mafieux, si nous ne voulons pas que ces réseaux mafieux remplacent dans bien des villes ou des pays même, et pas simplement des quartiers, Pôle emploi, d'un point de vue économique et travail, il faut mesurer cet échec des prohibitions principales et essayer de développer des cultures de l'évaluation déjà, des cultures de l'évaluation en santé publique et des cultures de l'évaluation en santé des addictions. Ce que nous faisons est-il évalué, suffisamment évalué, que ce soit le tabac, l'alcool ou le cannabis, avec des indicateurs notamment mensuels? Je vais essayer de prendre les choses un peu par substance. L'alcool. Alors, ce n'est pas dans notre constitution, surtout en France, pas le deuxième amendement, comme aux USA pour les armes, mais le droit à l'alcool en France, au vin surtout, est aussi inscrit finalement dans notre constitution.
Et il serait temps d'essayer d'en tirer une régulation plutôt que des débats en impasse, voire même des objectifs prioritaires. Par rapport aux femmes enceintes, on connaît la toxicité de l'alcool et le risque de troubles dits du syndrome alcoolique fœtal. On connaît aussi la priorité en prévention sur les adolescents. Comment réduire les premiers usages, les premiers abus. Plus un usage, plus un abus est précoce, plus les dépendances et les dommages seront au rendez-vous. Quelles sont, à l'heure actuelle, les missions, les politiques qui permettent de retarder l'âge des premiers usages, car ça sera un levier principal. Qui dit alcool, dit clope. Il y a beaucoup de personnes qui ont des troubles de l'usage de l'alcool qui forcément cumulent les risques sanitaires avec le tabac fumé. Et là aussi, n'est-il pas temps de corriger nos stratégies politiques? Ce qui tue, au fond, n'est pas le tabac ou la nicotine, mais ce qui tue est la combustion. Avons-nous une politique européenne en rapport avec ces dangers de la combustion? Bien sûr que l'idéal est d'arrêter le tabac, de continuer ces luttes contre le tabagisme, de reconnaître que la dépendance est induite par la nicotine. Mais notamment au Royaume-Uni, et on en reviendrait à regretter le Brexit, on voit bien ce changement fabuleux d'inflexion vers les alternatives, vers les substitutions à la nicotine. Nous, on reste dans un tabac, si j'ose dire, de fond, dans une lutte contre le tabagisme, alors qu'il faut vraiment promouvoir les alternatives, et notamment la vape. Quand vous voyez qu'au Royaume-Uni, l'université d'Oxford, tout à fait récemment, donne 7 ou 8 consignes éclairées pour réduire les risques, en disant par exemple, ce qui serait presque difficile à formuler ou écouter en France, que d'arrêter juste un peu de fumer, d'arrêter juste un peu la combustion. Pas tout de suite, pas totalement. C'est déjà un avantage, c'est déjà une baisse du risque. Alors, si on pouvait sortir, surtout dans notre pays, de l'archaïsme et de la rigidité par rapport à ces idéaux, si on pouvait sortir de la tyrannie de l'idéal, parce que le mieux est l'ennemi du bien. Pour le tabac, je pense que nous serions comme le Royaume-Uni, avec une réduction des plus spectaculaires, non seulement du tabac fumé, mais surtout de ses conséquences. Articulation facile aussi entre combustion et cannabis. On relance enfin, 15 ans après, une campagne contre les méfaits du cannabis sur nos écrans en France. À aucun moment, vous le savez bien, il est possible de dire mais si vous consommez quand même du cannabis, ne le fumez pas, n'utilisez pas la combustion. On parle d'écran de fumée dans ce clip, mais où est la réduction des risques? On a bien vu que la prohibition avait échoué comme moyen de prévention. C'est sans doute aussi ce qu'on peut le plus lui reprocher, qu'on ait pu penser que la prohibition pouvait servir de prévention. Ça n'a pas été le cas, ce n'est pas le cas. La France est le principal consommateur, notamment chez les jeunes, du cannabis et en plus par combustion, par voie fumée. Ça aussi, c'est de la réduction des risques. Ok, ce n'est pas l'idéal de fumer du cannabis, on est tous d'accord là-dessus. Ce n'est pas idéal de consommer du cannabis, mais le prendre par une autre voie d'administration, c'est déjà une réduction des risques. Alors, je pourrais continuer comme ça avec la cocaïne, avec le jeu, avec les écrans, avec bien d'autres addictions, parce que ces addictions nous concernent tous. Je voudrais dire un mot aussi sur cette journée internationale des violences contre les femmes. Le rôle des addictions dans la violence faite aux femmes, que ça soit, j'ai presque envie de dire, le classique alcool
et les méfaits conjugaux, la violence conjugale, mais que ça soit aussi le retard de diagnostic des addictions chez les femmes, que ce soit les conséquences de précarisation sociale, avec notamment l'emploi du travail du sexe pour pouvoir continuer de consommer en ce qui concerne les substances psychoactives illégales. Là aussi, en termes de protection, il y a un retard qu'on ne peut que souligner et qui est dû quelque part, me semble-t-il, à l'idée tyrannique, encore une fois, du risque zéro, de faire trop bien les choses. Ce qu'on a compris avec le Covid, et là, j'évoque pas la Chine, ou plutôt, j'évoque la Chine, hélas, pour eux, mais peut-être les accidents de la voie publique. On continue de rouler en voiture. Ça ne nous a pas empêché de réduire quasiment par 10 les accidents de voiture depuis que cela a été érigé en priorité nationale. On ne parle pas de zéro accident. Les politiques sont très contents, si j'ose dire, de pouvoir dire que le risque zéro n'existe pas quand ils doivent affronter un nouvel acte terroriste. Donc pourquoi cette idée de risque zéro chez nous, pauvres petits mammifères métaphysiques, que, pour lesquels, bien sûr, la vie ne peut pas être un risque zéro, pour lesquels, encore une fois, il nous faut sans cesse rappeler que le principal producteur de drogue au monde est le cerveau humain. Donc faire avec cette réalité, enfin comprendre que le mieux est l'ennemi du bien et se cogner à la réalité pour protéger ces petits mammifères métaphysiques que nous sommes, oui, c'est ça la philosophie de la réduction des risques. Et j'espère, quand j'entendais tous les beaux programmes européens dans l'intervention précédente, que lorsqu'on parle de cancer, on n'oublie pas que les principales causes de cancer sont dues aux addictions et qu'il n'y aura jamais de prévention efficace sans réduction des risques. Je vous remercie.